Autre sujet d'actualité, c'est décalage de l'arrivée de l'aéronef qui devrait amener la dépouille de feu Etienne Tshisekedi Lumumba. Donc on fera un peu preuve de patience, ça sera plus à 9h, mais c'est à 16h heure de Kinshasa. Voilà donc le menu de votre magazine. On l'a appris ce matin, l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui s'apprêterait à lever l'immunité du député élu de Lingala, Mike Mukeba Nkosso. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qu'on reproche à cet élu provincial? Tentative de réponse avec les analyses et commentaires de confrères. Merci à l'équipe technique, mais à Michel Coapa qui nous prête main forte. Josué Adolphe Voto de CKTV, il est directeur général, professeur d'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Très bien. Avec vous, j'ai lu une chronique sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Vous avez tenté quand même de réfléchir par rapport à l'actualité, l'arrivée de la dépouille, certainement. La partie est du pays sera bloquée cet après-midi. La partie est de la ville, c'est davantage les travaux pour l'éradication des sauts moutons au niveau en amont de Pont Matete qui m'a inspiré. Je me pose la question comment ça va se passer. La renommée de l'illustre disparu, toute la marée humaine de Massina qui voudra bien accompagner ses corps à pied, comment ça va se passer sur cette étroitesse qui est laissée aux piétons. C'est pourquoi j'ai pensé sur comment la ville fonctionne par rapport aux moyens de transport, de communication. Vous avez relevé le fait que la ville est restée dans sa configuration léopoldienne. Hein, et vous avez dit dans votre chronique, je veux dire, que les colons ont conçu la ville un peu comme une sorte d'entonnoir, une sorte de sablière, et nous fonctionnons à sens unique. Le matin, tout le monde vient en ville et le soir, tout le monde rentre chez soi. Malheureusement, c'est cette configuration que le Belge voulait pour pouvoir gérer la ville, justement, pour des raisons de sécurité. Vous savez, les Belges a fonctionné, c'est pratiquement comme l'apartheid. Il y avait une ville de blancs, Kalina, il y avait des quartiers de noirs, et les noirs ne pouvaient pas aller vers les quartiers de blancs aussi facilement. Et les Belges savaient qu'un jour, peut-être que les noirs pourraient se révolter. Donc ils ont conçu la ville telle qu'avec un peu de peloton, avec 20 ou 30 personnes, ils peuvent bloquer la ville. Et la ville est vraiment en forme de sablière. Tout rentre sur le croisement Lumumba, Sengwe, donc Lumumba, Université, donc ces deux avenues seulement drainent presque 12 ou 13 communes de Kinshasa, et qui se retrouvent là, et qui s'engouffrent dans cette pipe de Sengwe, vers Pont Gabi. Et de l'autre côté de l'ouest, c'est la même chose. Donc il y a la grande avenue 24 et Kassamou qui drainent presque 10 communes pour se déboucher sur Triomphal et aller vers se rencontrer avec Sengwe. Finalement, donc, Sengwe et Triomphal, c'est la colonne vertébrale de Kinshasa. Et toutes les grandes avenues, à part Bypass et Poilou, viennent vers cette jonction-là. Mais 55 ans plus tard, on n'a pas repensé une autre ville de Kinshasa. Il y a un bureau d'aménagement de la ville sur la première rue Lumete. Il ne faut pas toujours penser que les Belges ont fait ça, mais 55 ans après, qu'est-ce que nous avons fait? Moi, je crois qu'au niveau de Beauce, parce qu'on n'a pas au bureau d'aménagement urbain, je sais qu'il y a des grands techniciens, je sais qu'il y a des projets, mais encore faudrait-il une harmonisation entre la technique et les politiques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de nouvelles routes qui ont été construites. Pour traverser la ville de l'Est à l'Ouest, on doit passer par l'unique pont Matete. Alors imaginez-vous qu'un jour le pont Matete s'effondre. Donc la ville sera coupée, on a vécu ça par le passé. Donc je crois que la ville a encore assez d'espace, non seulement qu'on puisse aménager des exutoires, soit le long du fleuve, ce qui serait une très bonne chose pour le tourisme, pour l'urbanisation, mais aussi de l'autre côté vers Ndjili, qui pourrait y rejoindre Lemba et jusqu'à Kikambo, c'est possible. Mais il faut penser aussi au rail. Il n'y a pas que les routes. L'ONATRA a des grands espaces, même si ça a été pris par des incivils qui ont construit partout, même sur les rails. Mais je crois que cette ville, une ville de plus de 10 millions d'habitants, a besoin de routes, a besoin de rails pour que la circulation soit fluide. Il faut déplacer aussi l'administration, déplacer les banques, déplacer les grands magasins, les grandes boutiques, tout est concentré sur la Gombe et tout le monde, c'est un peu l'essentiel. Merci beaucoup, cher professeur. Mais j'ai aussi aimé votre chronique sur le 17 mai. On en parlera peut-être prochainement. Il vous arrive de temps en temps de réfléchir. Oui, quand on a le temps, le rôle d'un professeur de métier, c'est lire et écrire. Merci beaucoup.
Josué Adolphe Votoali, Israël Moutala, 7sur7.cd, bonjour et bienvenue. Merci Serge, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être sur ton plateau et d'être ici à CCTV. J'ai rencontré des téléspectateurs à Lubumbashi qui m'ont demandé de vous saluer. Dit, quand Israël passe, on a toujours la semaine écho et on est joli. Donc vous avez les salutations et les encouragements de nos confrères du Moussois. Merci beaucoup au Moussois, c'est ma ville natale, donc c'est une ville avec laquelle aussi j'ai un attachement particulier parce que j'y suis né. Et parlant des questions économiques justement, j'aimerais que la semaine prochaine que nous puissions revenir sur un débat thématique centré sur tous les enjeux autour de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Donc je pense que c'était une question d'intérêt national, c'est une question stratégique qu'il faut retourner, examiner dans tous les sens pour voir si c'est dans notre intérêt de favoriser ce projet-là ou si c'est pas dans notre intérêt. Donc des arguments économiques, des arguments géostratégiques, donc des arguments de souveraineté. Je pense que l'opinion mérite d'avoir un débat sérieux sur cette problématique de l'érection du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Très bien. Alors Israël, le vrai problème de Kinshasa, le prof l'a dit, ce ne sont pas les véhicules. Il y en a peut-être 40 000, 400 000, mais le vrai problème de Kinshasa, c'est aussi les routes. On est resté avec des vieilles routes conçues par les Belges, mais aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'habitants, l'agglomération, il faut repenser une autre Kinshasa comme on a fait avec Abidjan. Absolument, ça veut dire que nous sommes un pays aux immenses défis. C'est des défis sérieux. Et donc, pour que nous puissions bien gérer notre cité, il faut absolument bannir ce qu'on appelle la navigation à vue. Il faut planifier. Jusque-là, nous subissons l'urbanisation. C'est une urbanisation sauvage. Il n'y a pas de plan urbanistique. Ou même s'il y en a, il n'est pas respecté. Donc, il faut absolument un État fort qui repense d'abord le plan urbanistique. Et là, il faut associer l'association des architectes du Congo, où on repense la ville. Comment le Congolais va-t-il occuper de manière harmonieuse, de manière intelligente l'espace? Ça demande des milliards. Vous avez vu en Égypte comment on a tenté de reconstruire la deuxième capitale, mais l'Égypte s'est endettée en termes de milliards. Absolument, mais ça veut dire que l'endettement, il ne faut pas avoir peur de l'endettement. L'endettement est une source de financement. Mais le problème, c'est de bien s'endetter pour être en mesure justement de rembourser, de créer de la richesse. Avec l'endettement, on peut s'endetter et créer de la richesse, et cette richesse, une fois créée, elle rembourse l'endettement. Il ne faut jamais avoir peur de l'endettement. C'est du mauvais endettement et de la mauvaise utilisation de l'endettement dont il faut se méfier. Mais vous pensez que nous avons des dirigeants qui réfléchissent 100 ans, 20 ans? J'ai été une fois à Nairobi, j'arrive à l'aéroport, je vois la carte, on vous dit, dans 20 ans, voici ce que sera Nairobi. Est-ce que nous avons des bons gouverneurs qui pensent que, même si j'ai un mandat de 5 ans, mais je commence quelque chose pour que dans 20 ans, Kinshasa soit plutôt autre que ce que moi j'ai hérité? Mais d'abord, on a un problème sérieux, ça veut dire qu'en tant que pays, nous n'avons pas ce qu'on appelle un plan de développement stratégique. Il faut que nous ayons un plan. Quelle est la RDC en 2030, en 2060? Il faut un plan. Ça veut dire un plan sur une génération, qui jette les bases de notre devenir. Et tous les programmes gouvernementaux doivent s'inscrire dans ce plan stratégique. Vous avez des soucis que les Belges ont laissés, mais qui se sont détériorés davantage. Les anciennes maisons communales que les Belges ont laissées, ce sont des mêmes choses. Parce que 50 ans après, tous les problèmes, ça veut dire que les problèmes auxquels nous faisons face en tant qu'État, ce sont de potentielles sources de croissance. Ça veut dire que les Congolais, nous savons très bien que nous habitons des taudis pour la plupart. Il y a la promiscuité, il y a des logements insalubres et tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut toute une politique d'habitat. Maintenant, on a ce qu'on voit dans la capitale, c'est le morcellement. Ça veut dire que, mais il faut que nous disions que non, le Congolais doit vivre dignement. Il a besoin d'un espace vital de combien de mètres carrés par individu. Parce que quand les gens sont dans une même pièce à plusieurs, le cerveau n'est pas bien irrigué, il s'étouffe, la qualité de l'oxygène n'est pas bonne. Donc c'est l'État, pour que nous ayons des bons citoyens qui soient en bonne santé, qui soient intelligents, il faut un espace vital. Et donc tout ça, ça va être repensé dans un plan général d'urbanisation, les matériaux et tout ça. Et pour nous, c'est une question importante. D'où la question de savoir
le droit à l'accès au logement, qui est un droit constitutionnel, comment on le matérialise? Comment on arrête l'exode rural? Parce que Kinshasa, là, voilà, il y a l'exode rural parce qu'ici, il y a l'énergie, il y a des hôpitaux, il y a des bonnes écoles. Et donc, tant qu'il y aura qu'à Kinshasa, les conditions de vie seront meilleures qu'ailleurs, les gens vont venir à Kinshasa. Donc, il faut irriguer tout ça. Donc, c'est un plan de gestion d'ensemble. Merci beaucoup, Israël Moutala. L'actualité ce matin, c'est ce que Top Congo nous informe. C'est l'Assemblée provinciale qui s'annonce à lever l'immunité de Moukeba Nkosso. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je voudrais d'abord, avant de venir, ça veut dire que, comme vous avez parlé des conditions, c'est ce qui fait que, par exemple, que l'insalubrité qu'il y a dans la ville, nous avons des maladies comme le chikungunya, qui s'apparente à une malaria, parce que, voilà, qui est en train de sévir ici à Kinshasa et même dans le Bas-Congo, dans la province de Kasangulu. Et donc, c'est mon média. Aujourd'hui, ça veut dire que de lundi, l'hôpital HJ va lancer justement une campagne de sensibilisation contre cette épidémie qui est vraiment handicapante. C'est comment? Chikungunya. Chikungunya. Donc, c'est une, en tout cas, elle s'apparente à la malaria. Elle est transmise, cette maladie est transmise par le moustique. Et tout ça, c'est surtout à Mongafula et à Kasangulu. Il faut vraiment enrayer cette maladie qui est vraiment dangereuse pour nous. Vous avez appris cette nouvelle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? J'ai suivi, comme tout le monde, ce matin, dans le journal parlé de Congo, absolument. J'ai suivi, absolument, et tout ça. Mais bon, voilà, restons dans les principes. Ça veut dire que on a beau être député, on a beau avoir des immunités parlementaires, cela ne veut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'un député a ce qu'on appelle les privilèges des juridictions. Ça veut dire que quand il commet un crime ou un délit ou une infraction, il ne doit pas être déféré devant n'importe quel tribunal. Il doit être tribunal devant un tribunal d'un certain rang. C'est ce qu'on appelle le privilège, souvent une procédure, privilège de juridiction. Mais avant d'arriver là, il y a une procédure, c'est la levée de l'immunité, qui suit aussi une procédure. Donc même la levée de l'immunité, on le protège. Ça veut dire que ce sont des mesures d'encadrement, mais cela ne veut pas dire que quand on a ces mesures d'encadrement, on peut se comporter de n'importe quelle manière. Et donc ici, si une procédure est élevée au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est du droit. Donc, pourvu que la procédure soit respectée, il n'y a aucun scandale. Ça veut dire que les immunités sont là, elles ont été prévues, leurs levées aussi ont été prévues. Les privilèges de juridiction est là, et donc les droits de la défense seront garantis. Si l'Assemblée estime qu'on lève les poursuites, qu'on lève les immunités pour qu'ils soient poursuivis, il va présenter ses moyens de défense, et voilà. Mais il faudrait maintenant qu'on aille plus en détail pour qu'on nous dise de quoi est-ce qu'il s'agit. On parle de chantage, on parle de corruption, on parle de quoi encore, chantage, corruption et diffamation. Donc c'est des crimes assez graves Je ne pense pas que si cette option a été prise au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'elle ait été prise à la légère. Et donc moi je pense que c'est voilà, que la justice fasse son travail. Très bien. Joseph Delvoto? Je ne comprends pas. Jusque là, les c'est qui? Je ne comprends pas. Et à ce que je sais, je crois que c'est le parquet qui demande à lever d'immunité pour faire son travail. Je crois que c'est un problème de l'Assemblée nationale. Il y a des mécanismes internes. L'Assemblée provinciale, il y a des mécanismes internes pour interpeller un député, un collègue, pour le faire passer devant le comité de discipline, le comité des sages, comment ils sont organisés, je ne sais pas. Mais il ne revient pas à l'Assemblée provinciale d'aller initier des poursuites contre son député. L'Assemblée provinciale a l'obligation de protéger son député. Et c'est pourquoi, parce que le mécanisme, mais que l'Assemblée elle-même, quoi initiative. Mais c'est l'Assemblée qui fait foutre l'info. Alors, mais là, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je crois comme vous l'avez dit. Au delà des conflits et tout ça, il y en a toujours entre politiciens, mais je crois qu'il y a un conflit latent entre Godin Poli et Mike Moukébaï. Le problème est clair. Parce que Godin Poli m'a appelé pour demander les droits de réponse. Moukébaï est passé avant-hier. J'ai dit au président Godin que moi, je ne présentais plus l'émission. C'était M. Koueta. Et Godin Poli m'a dit que je t'envoie mon chargé de communication Pigera. Donc Pigera est passé ici hier. Il a tout dit. Et moi, le vrai problème est celui-là. Je ne sais pas, est-ce
est-ce que Top Congo qui nous livre l'info ce matin, Top Congo a une réquisition du parquet qui demande à l'Assemblée de lever l'immunité, ou bien c'est l'Assemblée qui pense qu'elle-même peut lever l'immunité avant même la plainte? Mais je crois que nous sommes au début de cette affaire, on a passé des éclaircissements, peut-être que le début de la semaine va nous donner beaucoup d'éclaircissements, parce que moi, jusque là, sur le plan de la procédure, je ne comprends pas grand-chose. Mais ce qui est vrai, notre ancien confrère, élu député, passe régulièrement sur le plateau de CCTV, sur le plateau ici, ou de Canal King, ou dans d'autres plateaux. Il est très régulier, il est toujours resté médiatique. Mais ça pose, au-delà de son cas, tout ça, ça pose un problème. Un problème sérieux que le CESAC a soulevé en son temps. Le statut de journaliste élu député. D'abord en amont, des de journalistes pendant la campagne et puis après la campagne. J'ai remarqué que beaucoup de nos confrères se sont servis de la presse comme tremplin pour se faire élire, et dès qu'ils sont venus à l'Assemblée, ils ont difficile à quitter la presse. Ils sont restés journalistes. Je prends le cas de Les Malemba, le cas de Eliezer, le cas de Ben Safou, Mike, pour ne citer que ceux-là, mais ils sont restés journalistes. Donc il y a quelque part aussi un conflit d'intérêts. Ils ne sont pas restés journalistes parce qu'ils ont perdu la qualité, mais ils sont restés vraiment proches, ils sont très médiatisés. Ils sont très médiatisés. Voilà. Mais on ne peut pas interdire à un politique de se faire médiatiser. Oui, mais c'est ça la tentation. Non, il y a la différence quand même entre Mukebaï et Malemba. Mukebaï s'est fait inviter comme co-débatteur ou débatteur. C'est contraire par exemple à Malemba qui présente une émission tout en étant député. J'ai suivi une émission, on dit l'honorable Malemba reçoit l'honorable Mende Omala. On est où là? C'est ça. Je ne sais pas, il faut résoudre ce problème-là. Mais c'est ça qui est aussi dépassé. Eliezer intervient à Canal King, on gère ce débat-là avec lui. Je lui ai dit, Eliezer, vous êtes député, lorsque vous continuez à présenter l'émission, ça va nous poser problème. Alors, la démarcation, vous avez raison par le cas de Mukebaï, la démarcation c'est le micro. Vous êtes derrière le micro ou vous êtes devant le micro. Lorsque vous êtes derrière le micro, vous êtes journaliste. Si vous êtes devant le micro, vous êtes invité. Merci beaucoup. Nos amis sont très malins, très intelligents pour être tout le temps devant le micro. Moi, la question, ça veut dire que le papier de Top Congo n'était pas affirmatif comme tel. Il dit, je crois qu'il disait vers la levée. L'Assemblée provinciale s'apprête à lever. Ça veut dire que. On ne dit pas sur demande du parquet. Oui, ça veut dire que, bien sûr, parce qu'on ne peut pas lever soi-même si on ne peut pas lever soi-même s'il n'y a pas une demande de. Alors s'il y a une demande de la levée d'une immunité, c'est qu'il y a une plainte. Il y a une plainte. Qui a porté plainte? Mais bien sûr, ça veut dire que, comme tu l'as dit toi-même, ça veut dire que quand vous lisez le papier Top Congo, on dit qu'il s'est répandu en diffamation contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est en conflit avec Godin Paul. Oui. Alors s'il y a plénière qui doit traiter de la levée de l'immunité de Mukebaï, c'est que Godin Paul doit se déporter. Parce qu'il n'est même pas impliqué dans cette affaire. Il ne peut pas diriger une plénière pour lever l'immunité de quelqu'un qui l'accuse. Non, mais ça veut dire que le problème, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la procédure, mais quoi qu'on dise, c'est la plénière qui vote. Parce que voilà, parce qu'il y aura s'il y a une plainte, il est saisi par le parquet de la levée de l'immunité pour lancer des poursuites. Voilà, le bureau va s'adresser à la plénière s'ils sont en session. S'ils ne sont pas en session, c'est le bureau qui va décider. Mais qu'à cela ne tienne, un député, quand il y a flagrant délit, on n'a même pas besoin de lever ses opinions, ses immunités parlementaires. C'est-à-dire quand il y a flagrant délit, on peut même le prendre avec ses immunités. Bon, le problème, c'est ça le problème aussi, c'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, il faudrait se faire en sorte que les droits des uns et des autres soient respectés. Merci beaucoup. Les droits de l'accusateur comme les droits de l'accusé. Merci beaucoup. Il faut faire un peu plus de la patience. Hein? L'école n'arrive plus à 9h30, c'est maintenant à 16h. On dit qu'il y a un problème logistique. Oui, je ne comprends pas quel type de problème logistique il y a. Voilà, c'est quand même désolant d'offrir encore ce spectacle à la nation et au monde, parce qu'on avait invité quand même des chefs d'État qui devaient déjà être à l'aéroport pour accueillir le corps de feu Etienne Tshisekedi, 10 heures déjà, mais aujourd'hui maintenant on nous parle de 16 heures, et là même je ne suis même pas sûr qu'à 16 heures la dépouille a atterri ici, mais au-delà de tout, moi je pense que Etienne Tshisekedi, je vois la ferveur dans la ville avant de venir ici, j'ai vu des militants déjà se diriger
par centaines dans les lieux stratégiques, à la permanence, vers l'aéroport, au stade de Martyrs. Je vois une certaine ferveur dans la ville et je pense qu'aujourd'hui, je croise les doigts. J'espère que la dépouille mortelle de Félix, de feu Étienne Tshisekedi va arriver à 16h et que toutes les contraintes logistiques évoquées dans les communiqués seront levées. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cet aspect logistique? En tout cas, franchement, je n'ai pas encore l'information. J'ai essayé il n'y a que des supputations pour l'instant. Aucune version. On parlerait du côté belge sur le nombre de passagers. Oui, du côté belge, mais s'il y a surnombre du passager, si c'est ça l'hypothèse, s'il y a surnombre de voilà, c'est-à-dire qu'on mettrait de côté le surnombre de passagers et l'avion va voler calmement avec le nombre de passagers requis. Maman Marthe, avec la dépouille et quelques membres de la famille proche viendraient. Si c'était une question de passagers, voilà. Bon, il y a aussi un problème de demande de survol des États africains. Parce que si c'est un vol affrété, est-ce qu'on a demandé les demandes de survol à temps? Parce que tous les pays de l'Afrique qu'il faut traverser, il faut des autorisations de survol. Il faut demander à leurs autorités d'aviation civile de vous délivrer une autorisation de survol. Est-ce que ça a été fait à temps? Voilà. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème? Voilà. C'est le flou total. Le gouvernement belge dit qu'il n'a pas été associé ni de près ni de loin à l'organisation. Hein. Absolument. Donc voilà, mais justement, je crois que c'est un vol qui a été affrété ici, donc c'est piloté par le comité des obsèques, mais est-ce que c'est le seul centre de pouvoir? Parce que le problème avec cette histoire du deuil de feu Étienne Tshisekedi, il y a plusieurs centres d'impulsion. Il y a le comité, la famille, il y a la famille, il y a le parti, il y a aussi même les fonctionnaires de la présidence, parce que les dotations d'aviation, qui les donne, qui les fait? Est-ce que c'est le conseiller en matière de sécurité d'aviation? C'est lui qui avait écrit, c'est lui que Vital Kamerhe avait réprimandé. C'est lui, est-ce le directeur de cabinet, est-ce le conseil spécial? Donc, qui pilote? Parce qu'il faut un seul référent et qu'il y ait de l'autorité. Parce que s'il y a plusieurs centres de voilà, il y a télescopage. Et aujourd'hui, ces désordres absolument montrent qu'il y a une mauvaise gestion de ces funérailles. Je vais revenir à vous sur le parcours de l'homme. Hein. Un peu de patience, ça va arriver. 17 heures, hein. Le chef d'État doit patienter. 6 au total. Nous espérons. Bon, heureusement que le chef d'État, ce n'est pas aujourd'hui. Sinon, ça serait encore catastrophique. Tout ce que Israël vient de rappeler ici, ça s'appelle de l'amateurisme au sommet de l'État. Étienne Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ancien Premier ministre, au-delà du fait qu'il soit président de l'UDPS. Donc ici, c'est une affaire d'État. C'est la République. C'est la République. Et il sait tout, par bonheur, que c'est son fils qui est président de la République. Et là, ça m'inquiète. Mais ce comité d'organisation comprend et la présidence, et la famille, et le parti. Donc tout le monde est représenté. Et j'apprends que c'est pas aujourd'hui qu'on parle d'avion. Tout le monde savait que c'est un calendrier qui était connu depuis un mois, depuis plusieurs mois. Le communiqué est sorti tard, voire minuit. Donc aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on cherche l'argent. Moi, la version que j'ai, moi, c'est qu'il s'est posé un problème d'argent. C'est qu'il y a un avion qui a été affrété, qui pouvait comprendre 200 personnes, et ça n'a pas été payé. Et l'aviateur s'est rétracté à la dernière minute. Il dit non, s'il n'y a pas d'argent, si on ne paie pas l'affrètement, je ne vole pas, je ne pars pas au Congo. Parce que on connaît les Congolais quand même fonctionnent. Et finalement, on a changé de plan pour prendre un avion de 45 places, je crois. Et toutes ces tractations-là, toutes ces démarches, ça fait perdre du temps, c'est qu'on a perdu du temps. C'est pas vraiment un problème de trop-plein, on peut régler. On a pour la journée de demain, ceux qui veulent venir peut prendre un autre avion pour venir demain. Donc c'est pas ça le problème, c'est un problème de gestion. Mais on a parlé de 3 à 4 millions et à 6 millions de dollars. Et dans les 6 millions, on ne sait pas trouver 700 000 $ pour affréter l'avion. Vous voyez? Donc c'est vraiment de l'amateurisme. Et je me pose la question, si ce gouvernement, si M. Félix pour rapatrier un corps, ça pose des problèmes comme ça. Si ça peut poser autant de problèmes pour enterrer Étienne en honneur, c'est comment on va diriger le pays. Ça, c'est quand même un ancien Premier ministre. Tout
toutes les compétences qu'il y a à la présidence, il y a Félix, il y a Kamel. Mais c'est une question de responsabilité. On va aller chercher un agent qu'on a envoyé affréter l'avion bien directeur. Non, ici c'est un problème de responsabilité au sommet de l'État. Ce sont les chefs d'État qui sont invités. Ça se passe à ce niveau-là. Donc c'est inadmissible. On a dit déjà au niveau belge, il y avait des honneurs pour mais voilà, comment les autres s'organisent. Les Belges qu'on n'a pas associé à l'organisation, ils prennent les dispositions pour honorer Etienne Tshisekedi avec un honneur militaire. Mais vous qui êtes concernés, c'est la bouillabaisse, les gens se disputent, tout le monde est venu au Congo, on ne sait pas ce qu'on appelle. Donc, j'ai lu un communiqué autour de ça qui dit nonchalamment le rapatriement est reporté de quelques heures pour des raisons indépendamment, pour des raisons qui ne sont pas dues à la responsabilité du comité d'organisation ni du gouvernement de la Belgique. Alors, à qui on a posé la question? Absolument. Ça, c'est irresponsable. C'est ce comité-là. Maintenant, personne n'est responsable. À qui on doit poser la question? À l'avenir c'est triste. C'est que les gens ont fait leur travail. Et ça c'est indicateur de la façon dont le pays est géré. L'opération que nous voulons ici s'appelle rapatriement du corps et inhumation. C'est ça l'opération. Mais on nous sort 6 millions de dollars et rapatriement n'est pas comptabilisé. Il ne faut pas aussi t'embêter comme ça. Hein? C'est un petit décalage. On le voit aussi avec vous. Quand on est à l'aéroport, vous êtes à Zaventem, on vous dit non, vous êtes en transit, comment ça s'appelle Kenya Airways est un peu en retard, à patienter 2-3 heures, hein? Ça arrive. Hein? Oui, mais c'est vrai. Mais ici, le problème c'est que il s'agit des obsèques nationales, mais des obsèques aussi internationales. Tu as vu l'engouement médiatique autour de ça. Tu avais vu, tous les médias sont en train de suivre ces funérailles, parce que quand même c'est un dénouement extraordinaire. C'est digne, c'est un dénouement romanesque. Etienne Tshisekedi, au soir de sa vie, s'est lancé dans un dernier combat en décembre 2016. Il nous a même laissé la corde. Il en est mort. Déjà là, on avait reconnu sa stature en tant que président du CNSA parce qu'il avait une stature, voilà. Et tout ça. Il est mort, il a donné ses dernières forces pour ce pays. Et il en est mort. Ensuite, il y a eu tout ce débat autour du rapatriement de son corps qui était conditionné par des négociations à ne point finir entre... Alors, on va parler aujourd'hui, quand même, il y a son fils qui est président. Et donc aujourd'hui, voilà. Alors, j'aimerais qu'on aborde cet aspect de son parcours. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, c'est parce qu'il a été dans l'opposition. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les politiciens congolais ne veulent plus faire de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde chante, je suis Tshisekedi, c'est vrai qu'il a fait l'opposition parce qu'il n'a pas été au pouvoir au niveau de la présidence. Il a été plusieurs fois Premier ministre, plusieurs fois ambassadeur, patron de l'ENDA. Mais si on dit aux Congolais qui se réclament des Tshisekedi de faire l'opposition, ils disent non, moi je vais aller au gouvernement. C'est quoi ça? Non, mais justement, écoutez, parce que aujourd'hui, pour moi, il mérite d'être justement élevé au rang de héros. Ça veut dire qu'un héros, c'est quelqu'un qui a accompli des actes d'une telle bravoure qu'il mérite la reconnaissance nationale. Et pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. Et j'aimerais aussi dire aux gens, ça veut dire que quand quelqu'un est héros, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas critiquable et qu'il n'a pas commis des erreurs. Il en a commis comme tout homme. Mais Mandela aussi, à un moment, il a commis des erreurs, mais c'est une icône internationale, c'est un héros en Afrique du Sud. Et donc voilà, j'aimerais dire ici que c'est qu'il sur son côté héroïque, oui, parce qu'il avait tous les privilèges. Il s'en est privé pour une cause, pour l'état de droit, pour la démocratie. Pour ces causes-là, il a consacré toute sa vie. Il a été émulé, il a été relégué. Ça, c'est les Congolais qui peuvent accepter aujourd'hui de faire l'opposition. Il a été relégué. Ça veut dire que ce qu'il dit, ce n'était pas une question de poste. Ça veut dire qu'il a refusé toutes les offres alléchantes. Et depuis Mobutu jusqu'à Kabila, Kabila père, Kabila fils. C'est la personne qui regarde les Rwandais droit dans les yeux et qui dit à Kabila, non, c'est vrai, ils nous ont aidés, ils t'ont mis au pouvoir, ils doivent rentrer chez eux. Nous, on tremblait tous ici, les Kabilais. Voilà. Mais la seule personne qui a convoqué la presse, à limiter, qui leur dit, les Rwandais qui entourent mon frère, Laurent Désiré Kabila, doivent nous donner la facture et rentrer. C'est Kabila qui les a affrontés. C'est Tshisekedi qui les a affrontés. C'est Tshisekedi qui a affronté Mobutu. Oh, voilà. Enfin, mais aujourd'hui, nous mettons la cravate, c'est un peu cet homme-là, hein, la cravate. Voilà, le régime Kabila, même dans ses heures sombres d'égarement, ne s'est
pas rapproché de la terreur qu'inspirait Mobutu. Mais la personne qui l'a défié, c'est Tshisekedi. A commencé par la lettre d'abord qu'il a co-signée avec les autres, la lettre de traitement parlementaire. Après ça, il y a eu le meeting du Pont-Cabu. Qui pouvait s'imaginer à ce temps-là, justement, braver Mobutu à Pont-Cabu? Au fort moment de dictature. Oui, bien sûr. Tshisekedi, c'est aussi la personne qui dit à Mobutu, non, tu n'as pas le droit, justement, d'imprimer de la monnaie. Je démonétise les billets des 5 millions de dollars déjà. Voilà. Donc, par son discours, il a décrédibilisé une réforme monétaire à juste titre et tout ça. Donc, Tshisekedi, c'est une école de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Pourquoi les Congolais d'aujourd'hui ne veulent pas faire de l'opposition comme Tshisekedi? Donc, tous veulent aller au pouvoir. Pourquoi? Non, mais justement, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idéal. Et même quand tu vois Tshisekedi, chez lui à Limité, il vivait sobrement. Il n'y a pas un grand luxe sous la paillote derrière, là-bas, avec sa petite radio. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait un détachement matériel. Et quand vous parlez avec ses collaborateurs, il vous disait que quand il présidait dans les réunions, les conseils des ministres, il demande s'il y a un tel défi, il y a un problème. Par exemple, quand il y avait le pillage de l'UPEN, il avait demandé à son ministre de l'Éducation de l'époque de faire un devis. Et après, il n'avait pas dit on va mettre une commission pour placer des gens pour avoir les 10%. Non, il a demandé mettez-vous directement en contact avec le ministre des Finances pour voir s'il y a ces montants là-bas et finaliser la réflexion de l'UPEN. Donc c'est quelqu'un qui était d'un tel détachement par rapport aux choses matérielles. C'est ce qui a fait sa force de l'été incorruptible. Quand il avait une idée qu'il pensait juste, il s'y accrochait. Aujourd'hui, c'est quand même un homme d'idéal et je pense qu'il mérite la reconnaissance de la nation. Vous avez de bons rapports avec la Belgique, avec je dirais le bloc occidental. Et puis c'est fort dommage que son temps arrive au moment où son parti traverse une crise qui ne dit pas son nom. Des bagarres au siège du parti, des questions graves. Je veux dire aussi que c'est aussi une bonne présidente que son corps arrive quand son parti au pouvoir. Imaginez-vous ce qui se passe aujourd'hui. On décrète à la dernière minute une journée fériée, donc ça n'aurait pas dû être le cas, parce qu'on a perdu une journée pour rien. Le corps arrive à la fin de journée. Imaginez-vous que Joseph Kabila était au pouvoir et que cet incident de décalage arrive. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On aurait dit il a saboté, il est contre, il a piégé, il n'a pas payé les factures, ainsi de suite. Mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir, qui doit honorer ce grand homme, cette icône, c'est une icône, c'est un grand monsieur, et qui est... Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un deuil, c'est une fête. C'est comme un grand-père en Afrique qui meurt, c'est une fête. Alors, c'est le monde entier il y a le déplacement de président. Donc, toute l'Afrique qui reconnaît en cet homme que c'est un grand monsieur et lui donne ces rangs-là. Héros, oui, héros national, il faut relativiser. Je crois qu'il faut mettre en place des mécanismes pour que demain, que nos héros nationaux ne soient pas contestés. Que ça passe par des canaux acceptables, je ne sais pas, je ne connais pas trop bien le mécanisme, mais qui décide de quelqu'un héros national, je souhaite que ça passe par le Parlement. Il est héros dans nos esprits, hein? Il est héros sans être déclaré, mais dans nos esprits. Nous avons tous quelque chose de Tshisekedi. Tout le monde, tous les Congolais, des pros de l'Europe, même ceux qui... Moi, j'ai suivi Manda parler avec respect de Tshisekedi, alors que quand on était jeune, on croyait que Manda combattait Tshisekedi. Donc, nous tous, on a été imprégnés quelque part de Tshisekedi. C'est que, je suis un libre penseur, c'est que, peut-être la journée n'est pas indiquée pour le dire, c'est que je n'ai pas apprécié ce concept de perdre la démocratie qui a envahi la ville. Non, il ne faut pas tordre l'histoire. Tshisekedi mérite ce qu'il est, c'est un grand, mais dire qu'il est père de la démocratie. Il ne faut pas lui coller des attributs qui sont discutables et qui peuvent encore... entre lui et Joseph Kabila, les Kabylistes disent que c'est Kabila qui est le père de la démocratie. Bon, disons que lui c'est le grand-père de la démocratie. Il y a une course à ce type de père de la démocratie. Ni Kabila, ni Tshisekedi n'est père de la démocratie. Ça, c'est l'histoire. Dans ce pays, on a eu un président de la République qui s'appelait Joseph Kasavubu. Il a été élu. On a eu un premier ministre qui a été élu. Quand ce pays naît, vous savez, nous avons... On a eu les premières élections en 60, hein? En 59. L'Iranie, c'est 59. En fait, ce pays est extraordinaire. Ce pays a été indépendant avant d'être colonisé. C'est appelé État indépendant. Ce pays a été démocratique avant de sortir de la dictature Mobutu. Donc, lorsqu'on dit que tu sais que la démocratie, c'est comme si on veut dire quelque part commencer par Mobutu et on ignore. On a eu des élections plus crédibles que toutes les élections que nous avons eues depuis 2006.
les élections à l'issue desquelles Lumumba non, c'est l'état de la démocratie post-indépendance. Bon, si vous voulez, là, je fais. Mais ça veut dire que. Fin débat. Comme libre penseur, vous pouvez. Oui, mais non, ça veut dire que c'est vrai. Non, ça veut dire que c'est pas Tshisekedi qui a comment dirais-je, qui a implanté le régime démocratique ici. Non, ça veut dire que la parenthèse de Mobutu qui avait refermé l'ère démocratique, c'est le combat de Tshisekedi et ses amis. Le retour au multipartisme. Justement, le retour au multipartisme. Donc il y est pour beaucoup. Ça veut dire que à partir de Mobutu, quand Mobutu a pris en 1905, il a pris le pouvoir jusqu'à son départ. Donc quand Tshisekedi a commencé son opposition dans les années fin des années 70, début 80, et donc jusqu'à l'aboutissement du discours de la démocratisation en 1990, et donc il a joué un rôle éminent en tant qu'icône, il a joué un rôle éminent. Mobutu c'était un dieu. Enfin, on ne peut pas penser qu'un jour qu'un homme pouvait défier Mobutu. Donc c'est quelqu'un qui était en face de Mobutu. Il appelait Mobutu. Et Mobutu, il est en face de lui. Et Mobutu, voilà, il est nommé premier ministre. Vous imaginez donc lorsqu'il avait biffé la main, tout ça. Voilà, c'est pas le principe du poste. Lui, pour lui, c'était d'abord de tuer les Mobutu dans l'opinion. Et puis voilà. Et donc c'est par rapport à ça qu'on dit, par exemple, qu'il perd la démocratie. C'est par rapport à cette restauration-là. Mais je suis d'accord avec le professeur. Ça veut dire que quelles sont les procédures? Il faudrait que nos héros fassent l'unanimité. Donc, je suis parfaitement d'accord. Nous-mêmes, le monde qui est héros, qui fait l'unanimité en tant que héros, c'est Mobutu, son beau cynisme, voilà, qui a fait de lui héros. Donc, c'était un acte de Mobutu. Laurent Désiré Kabila. Lui aussi, sans être parfait, il a amené les Rwandais ici, mais on a reconnu à lui un sursaut d'orgueil. Quelqu'un qui ne voulait pas être un support de Rwandais, qui a dit c'est vrai, vous êtes venus, maintenant partez. Et donc, ce sursaut d'orgueil national, on a fait que les nouvelles autorités, Joseph Kabila, ont fait de Laurent Désiré Kabila un héros. Aujourd'hui, Tshisekedi aussi, voilà. Mais la procédure, elle est connue. Les gens confondent par exemple l'ordre national de héros, et le titre des héros. Les Gizenga, les autres, les articles qui ont été primés sont soit des chevaliers, soit des officiers dans l'ordre national de héros de Lumumba Kabila. Mais les héros, pour l'instant, je crois que vous n'avez pas répondu à ma question. Je reviens sur ça. Tu sais qu'il y a eu des relations un peu en dents de scie avec le bloc occidental. Avec la Belgique. Mais bon, tu sais que c'est un des fils de l'indépendance. Donc, si les autres sont de peuple, il est un fils de l'indépendance, il est venu aux affaires à l'indépendance. Donc, c'est quelqu'un comme Mobutu, comme les autres, qui connaît, qui ont des informations que nous n'avions pas. Il s'est passé beaucoup de choses à l'indépendance, comment ce pays a été pillé à la veille de l'indépendance par les Belges et tout ça. Donc, cela est resté dans leur mémoire. Et ils ont toujours eu des relations difficiles avec les Belges, mais c'est une relation paradoxale, par moments difficiles, par moments. Parce qu'il n'a pas fait une opposition accompagnatrice du MPR à l'époque. C'est vrai qu'on a dans la mémoire collective, nous sommes bantous, mais ici, moi je pense que nous sommes les citoyens du monde, nous réfléchissons. Il semble qu'à l'époque, il a un peu accompagné Mobutu, quand il est allé saluer Mobutu, je crois, en France, les gens ont dit de lui que voilà, il était devenu. Voilà. Non, c'est pas cet acte-là qui pose problème. Nous, on est africains. On dit que de temps en temps, il venait à Guadeloupe. Non, c'est plutôt en amont. C'est plutôt en amont, sa responsabilité en amont. C'est peut-être pas l'occasion de rappeler tout ça, c'est que Mobutu. D'abord, premièrement, c'est Mobutu qui invite Tshisekedi aux affaires. Déjà en 60. Lorsque Mobutu fait son premier, je crois 60, 61, je ne sais plus. Donc, quand Mobutu fait son premier coup d'État, Mobutu fait venir ce qu'on appelle les universités des étudiants. Tshisekedi était étudiant en licence. On l'a fait venir pour être ministre avec les Tibas et les autres. C'était d'abord le premier contact là. Et finalement, quand il revient en 65, voilà. Quand il prend encore le pouvoir en 65 de façon définitive, il fait revenir Tshisekedi, qui était son ami là. C'était ça faut se le dire, hein. C'était l'ami de Mobutu, c'était le même ami. Tous, au départ, sont des amis. C'est des amis. Donc, comme Gatuli et Joseph Kabila. Il se brouille un moment. Voilà. Donc, dans ce dossier-là, un peu comme Koyapa et moi. À un moment, on se brouille, à un moment, on se réconcilie. Bon, on avance quand même. Mais voilà. Donc, c'est un ami à Mobutu. Plus, hein, c'est vraiment très ami parce que même des relations familiales. Hein, les uns sont parrains des autres, les enfants viennent dans les anniversaires. Vraiment, c'était des gens. Allez, on va prendre les derniers thèmes de l'émission. Merci beaucoup, professeur, pour cette analyse un peu, je dirais, un
article historique, analyse historique. Juste sur la personnalité, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est aussi, il est connu pour son intransigeance. C'est une forte personnalité, intransigeante. Et donc, avec le monde occidental, le monde diplomatique, c'est un monde un peu où il faut arrondir les angles. Et lui, quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc. Et donc, il n'y avait pas de demi-mesure. C'est ce qui était difficile par moment de... les gens n'avaient pas aimé son ralliement avec le RCD à l'époque. Absolument. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut se dire non, voilà. Quand le pays était... quand il y a eu l'accord de cascade, quand Joseph Kabila et le PSC ont fait l'accord, lui, il voulait un accord plus global. Et puis, il s'est rallié au RCD, il a fait l'ASD. Et ensuite, pour le poste de vice-président de la République, il ne voulait pas être vice-président de la République. Plusieurs fois voulu par ses pairs de l'opposition. Oui, absolument. Il a toujours servi. Vous avez tout le monde, et dernièrement, c'est Tibala. Oui, parce que si vous parlez de l'IDPS, parlez de Tshisekedi, il a été plusieurs fois voulu. On prend toujours dans l'IDPS, on prend toujours, et les tout derniers, c'est Sami Badibanga et Tibala. Oui, mais c'est vrai, on a débauché. Bon, l'UDPS a toujours... Le tout dernier, c'est Tibala. L'UDPS était une grande formation, c'est-à-dire que tout le monde, qui n'est pas passé par cette école. Merci beaucoup. Ça incarnait un certain idéal, un certain combat, c'était un grand parti, et c'est... Voilà. Et ben c'est bien dommage qu'à son absence, les gens se battent au siège du parti, qui est le blessé. Il connaît le profané, absolument, c'est une insulte à sa mémoire, parce que c'est quelqu'un quand même qui s'est battu pour le respect de textes, l'état de droit. Il faut qu'on honore sa mémoire en respectant les textes et l'état de droit. Sylvestre Ilukamba, son équipe très attendue, l'investiture aura lieu pendant cette session. Il reste 15 jours, 2 semaines pour la fermeture de la session. Si on n'a pas ce gouvernement à temps, donc nous risquons de l'avoir peut-être dans une session extraordinaire. Ça va nécessiter encore de l'argent pour les budgets. Mais est-ce qu'il commence déjà les consultations? Je crains que ce soit le cas, à voir les pratiques à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand nous session extraordinaire, nous les gens, c'est une session extraordinaire, mais ça veut dire beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup d'argent, les gens sont payés doublement, et les parlements sont payés toujours pour que de grandes décisions aillent à ce fond. Mais ce n'est pas le Parlement qui nomme le Premier ministre. On a un Premier ministre, on attend qu'il nous combat, nomme son équipe. C'est bien dommage, il est nommé, encore que cette ordonnance-là, il y a beaucoup à redire. Il est là, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un Premier ministre qui est nommé, mais qui ne s'assume pas. C'est le gouvernement Ilunga. Partout ailleurs, et même dans ces pays, on a vu, lorsqu'on est un Premier ministre, il se trouve au bureau, il commence à consulter. La loi dit... Il le fait en officier peut-être? Non, c'est pas un officier. Vous avez vu comment Joseph Kabila a consulté tous les gens de l'UDPS? C'était en public, c'est pas des secrets. La loi dit que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Dès que le Premier ministre est nommé, il n'appartient plus à cette coalition-là. Il est Premier ministre officiel, il s'installe, il consulte. Donc vous n'êtes pas d'accord, si je vous comprends bien, professeur? Je ne suis pas d'accord. Et cache ses religions. C'est déjà ça. En la loge, ils n'ont pas sans la présence du Premier ministre pour discuter de la qu'il soit là ou pas, c'est lui. C'est lui qui doit inviter le FCC. Il est maintenant au-dessus du FCC. C'est l'État. Le Premier ministre, c'est l'État. Ce n'est pas un parti. Il doit avoir un bureau, il invite le FCC, il discute avec eux, il invite le CACH, il discute avec eux, il est réuni, il va voir le président, il va voir Kabila. C'est lui. Ce n'est pas des gens sans mandat comme Néhémie, des gens sans mandat comme François Mamba qui doivent piloter cette discussion. Donc ça prouve qu'il n'aura pas la même mise sur... Il n'aura pas le pouvoir de désigner ses propres collaborateurs. Chacun. Et quand, imaginez-vous que des gens comme Néhémie, des gens comme François Mamba, qui négocient le gouvernement, et puis qui s'excusent, vont se retrouver dans le gouvernement, quelle attitude ils auront devant le Premier ministre? Ils penseront que c'est eux qui ont formé le gouvernement, c'est le Premier ministre. Vous avez vu tous les conflits qu'il y avait entre le tout-puissant ministre Tamou Mwamba, c'est Tamou Mwamba, et Matata, qui croyait que Matata c'est un jeune homme, tout ça. Donc c'est le pouvoir. Le Premier ministre doit prendre son pouvoir. On lui a donné le pouvoir. C'est lui qui doit consulter les gens. Il ne doit pas laisser au nom d'une certaine négociation qui n'engage pas l'État. Déjà, allez négocier. Vous allez revenir à vous 2 minutes pour parler du profil de tous ceux-là qui seront peut-être premiers ministres, vice-ministres. Déjà, j'emprunte la société civile. Ne veut pas des gens qui sont sous sanction. Ceux qui pèsent des sanctions, que ce soit au niveau européen, tout comme au niveau européen, tout comme au niveau africain. Il semble qu'un accord a été trouvé hier à Kisantou. On dit
60% pour le FCC, 10% pour l'autorité morale l'Ayatollah de Kingakati, Kabila, 10% pour Fati et 20% pour Cash. Donc ça fait 30% pour Cash et 70%, 70% pour le FCC. Oui, écoutez, d'abord pour avoir les informations sur ces négociations, c'est très difficile. Mon site à moi, 7 sur 7, comme j'avais recoupé les informations dans ce sens, j'étais parmi les premiers à avoir cette clé de répartition. Effectivement, d'abord, c'est des informations secrètes, cachées, difficiles. Et en termes de poids politique parlementaire, c'est un nain politique. Et donc, la puissance parlementaire est à cash. Et donc, cette proportion-là de 30% de postes ministériels à cash ne reflète pas justement le poids politique, le poids parlementaire de cash. Mais le poids politique de cash ne se résume pas non plus comment dirais-je, à la représentation au niveau du Parlement. Et donc voilà pourquoi je pense que cette formule assez juste, parce que en termes de force de frappe populaire, il n'y a pas match, il n'y a pas de débat entre cash et FCC. Donc l'UDPS, elle toute seule, épaulée par l'UNC, peuvent mobiliser des masses dans cette ville, peuvent paralyser la ville, chose que FCC ne peut pas faire sans argent. Même sans argent, c'est difficile. C'est difficile, ils ne peuvent pas. Le mouvement de masse qui paralyse une ville, ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est un accord équitable. Et donc maintenant passons aux choses sérieuses. Enfin, d'accord ou pas d'accord avec des chefs de parti comme ministre. Qu'est-ce que ces chefs de parti comme les Bahati qui plusieurs fois ministres ont fait à cette République et pourquoi pas les autres? Non, ben ça veut dire qu'il faut d'abord, il faut bien poser le débat. Tant qu'un chef de parti n'a pas été privé de ses droits civils et politiques, au nom de quoi vous allez me dire que n'entrez pas au gouvernement? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun soubassement. Mais c'est vrai qu'il y a un autre problème des partis politiques. On a vu par exemple au sénatorial, on a vu à la députation nationale et provinciale, les suppléants, c'est des membres de famille, c'est du clientélisme, ce n'est pas sérieux, ça n'en oublie pas. Ça veut dire que les postes les plus en vue, où il y a plus de chances, les chefs de parti les donnent à leurs membres de famille ou à leurs proches. Alors que certains cadres de leur parti, comme les secrétaires généraux et tout ça, n'ont pas les mêmes avantages. Mais sur la question de savoir qu'il y a un chef de parti, pour moi, il n'y a pas de problème. Il est chef de parti, il a créé un parti, le parti c'est conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Et vous n'allez pas interdire. La seule interdiction qui vaille, c'est qu'il soit incompétent, qu'il soit corrompu, qu'il soit blacklisté, qu'il soit sanctionné. Non, mais les autres qui sont chefs de parti, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des figures qui vont peut-être énerver les Congolais une fois c'est là où j'en appelle à la responsabilité du Premier ministre qui doit s'assumer. Vous avez été dans ce pays, lorsqu'on a nommé pardon, M. Gizenga s'est assumé, il a donné le pouvoir, il a annulé. Et c'est ça le Premier ministre. Lorsqu'on a nommé Matata a... il faisait allusion à qui? À tous ces moboutistes chefs de parti. Voilà. Pas sur le préventif, mais des moboutistes. Les moboutistes particulièrement qui ne voulaient pas voir. Il l'a fait. Donc vous allez encore revoir le même kit que Fafara, revenu au gouvernement. Matata a dit que Kabila te tourne au tête, il se bat encore pour devenir ministre. Voilà. Même Matata s'est assumé. Il a pris son costume de Premier ministre, il a dit je ne travaille pas avec les chefs de parti. Vous avez son mouvement, c'est le technocrate. C'est pourquoi je dis le Premier ministre doit s'assumer. C'était Matata 1, Matata 2, il a été rattrapé par la police. Oui, la pression est tellement forte, voilà. C'est comme vous le dites, il n'y a pas de raison que des gens, en fait, c'est ce genre-là. Ils allaient encore voir le même Chada revenir pour dire, fini maman naïe. Et ça, c'est le Premier ministre qui doit s'asseoir. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des jeunes comme les Moussene pour les Molins de sa combi. Qui peuvent pas devenir des ministres. Attends, Chadari, c'est vrai qu'on continue à tirer sur Chadari, mais analysons objectivement les résultats. Il est sous sanction. Hein? Non, oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il a perdu, c'est vrai, la présidentielle, mais il a gagné les élections au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales. Il a 3 sur 4. Maintenant, je parle des résultats tels qu'ils sont donnés, sans juger de la qualité des résultats. Pourquoi je pense que le Premier ministre devait s'assumer? C'est la source du pouvoir. Il faut qu'un ministre qui arrive au gouvernement sente que c'est le Premier ministre qui m'a invité ici. Et si le Premier ministre, le ministre donne l'impression que moi je suis venu ici par Kabila, je suis venu par Fati, je ne te rends pas compte. Mais lui-même, le Premier ministre, c'est ça, redevable à Kabila, c'est ça malheureusement. Oui, mais quand il prend la parole pour la première fois, il remercie d'abord Kabila. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Le ministre, lui, maintenant, a la parole en son nom aussi. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ça c'est des gestes fatals quand je fais ça et plus personne ne prend la parole. Je prends les textos des téléspectateurs. Bonjour, kiosque. Fati Azalaki ne doit faire à Kabila parce que Azali Koko Bakosala, Misala Yanzela. Mais Yanzela c'est pour nous, hein. Tolingi, Toye ba programme na Yemoko.
Attendez, son programme sera bientôt présenté par le Premier ministre. Bonjour Serge, ingénieur junior Siboko. Je demande à Doudou Montiri de suspendre les passages des Gérard sur kiosque. Ce qu'il fait ces derniers temps dans kiosque, on ne lui reconnaît plus. S'il a un problème avec Moukébaï, ce n'est pas dans kiosque qu'il va s'en servir pour gérer cela. Bonjour Serge et bon retour. Merci à vous. Nous exprimons ici notre indignation vis-à-vis des journalistes Elinga Gérard, qui a tenu des propos haineux, méprisants à l'endroit de Moukébaï. Être licencié ne signifie pas forcément être appliqué à l'école. C'est l'homme qui donne de la valeur à son diplôme, comme Mike Moukébaï sait bien le faire. Dommage, monsieur Robert. Ndeko Serge, bonjour. Papa Gizenga akunda maka azalaka premier ministre. Ndenge moko na papa Etienne Tshisekedi. Mais bota la bisika bangomi balé bakunami. Beau comparer. Les assons. Hein? Bon, Gizenga a été enterré à Bouma. Chez lui, Gizenga, bon. Les honneurs. Ah, les honneurs, bon, Gizenga n'a pas le même parcours que Tshisekedi, hein, et puis bon, il n'y a pas un fils Gizenga qui est à la primature, lui aussi cesse à devenir ministre, c'est compliqué. Bonjour Serge, Kokonyan vient de dire qu'il était à l'IDPS dans sa jeunesse à Lubumbashi. Mais alors, faut nous citer, il y a des gens comme ça qui est né dans la population. Nous tous, on a été à l'IDPS, c'est la journée de vendredi qui devrait être déclarée fériée pour l'hommage populaire, et non la journée d'aujourd'hui. Par milliers, on devrait annoncer 2 jours avant pour que les élèves ne se déplacent pas comme ils l'ont fait aujourd'hui. Oui, il y a certains élèves qui ont fait le déplacement. Bonjour, pourquoi le corps de Tshisekedi a traîné pendant 2 ans? Parce que Kabila ne voulait pas. Oui, mais ça goudonne pour hier. Atika Moukébaï Kinia. S'il ne veut pas être critiqué en tant que président de l'APK, il n'a qu'à démissionner. Roger Tsingui, Kimbuta, Kabila, combien de fois ils ont été critiqués? Merci, critiquer c'est bon, mais pas de diffamation ou pas d'injure. Et je pense pas que ça a été le cas. Merci à vous, je suis à Israël, donc je garde le sujet pour le projet Route-Rail, Pont Route-Rail, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Merci à vous, cher professeur. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nous. L'émission est terminée. 9h30 demain.